Bonjour à tous, bienvenue dans le studio des experts. Alors, on va passer l'actualité de la semaine en revue pendant ces quelques 60 minutes et pour cela on travaillera avec des experts, 3 experts. On commence par Fabrice Grosfilet, intervieweur sur Bel RTL et éditorialiste sur BX1 avec son vlog Rue de la Loi. Nous avons aussi Sarah Lou, spécialiste digitale et artiste sous le nom de Molen Sister sur les réseaux. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas De Decker, vif journaliste au vif et très actif sur les réseaux. Je vous sens moqueur, mais bonjour quand même. Oui, on va quand même parler des 30 ans de la région bruxelloise, parce que c'est ça l'actualité de ce week-end. Ce week-end, c'est la fête de l'Iris. On va donc fêter, on va souffler les bougies des 30 ans. C'est l'occasion d'un retour en arrière, avec quelques hauts faits de la région bruxelloise. Jean-Christophe Pezès y a consacré toute une émission jeudi, une émission de M, extrait du début de l'histoire de la région bruxelloise. 18 juin 1989, le jour est historique, les premières élections régionales bruxelloises. 25 listes, un bulletin de vote immense et certains électeurs perplexes. Il y a beaucoup trop, beaucoup trop. Parce qu'encore une fois, pour avoir une majorité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir s'acoquiner avec n'importe qui. À l'issue du scrutin, le PS est le premier parti francophone. Les listes flamandes obtiennent 15,3% des voix, 11 députés sur 75. Le premier gouvernement voit le jour. À sa tête, un homme l'incarne, Charles Piquet. Et juste avant de prendre en main les rênes de la région, son constat est implacable. C'est une ville qui est en crise sur le plan social, qui est en crise sur le plan économique, qui est en crise sur le plan culturel. C'est une ville qui vit des fractures sociales dangereuses, qui n'a pratiquement rien fait pour régler le problème de l'immigration ou a abordé ce problème de manière, à mon avis, tout à fait maladroite. Nous avons un fantastique défi à relever. Tout est à faire, la transformation de la région commence. Et voilà, tout est à faire. Est-ce qu'on a tout fait en 30 ans, Fabrice Grosfilet? Oh non, on n'a sûrement pas tout fait et c'est un peu tarte à la crème de dire qu'on est à un tournant de la région bruxelloise, mais je pense que c'est vraiment le cas. On va sans doute passer d'une première époque qui était avec des questions existentielles. Est-ce que cette région va exister et va résister notamment aux pressions qui viennent de la Flandre, à sans doute une période un peu plus calme ou plus intéressante maintenant, qui va être une période fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on va réussir à faire fonctionner? On sait que par exemple sur la mobilité, la région bruxelloise ne peut pas réellement décider grand-chose toute seule, qu'elle doit décider en lien avec le fédéral et les autres régions, mais il y a des domaines sur l'emploi, sur le vivre ensemble, sur l'urbanisme, où elle a sans doute des capacités d'action sur lesquelles on va pouvoir se concentrer. Ce qui est très important aussi à noter, puisqu'on a vu quelques visages dans le reportage de Jean-Christophe Pezès, c'est qu'on est un changement de génération. Donc Philippe Moureau, Jacques Simonet ne sont plus là, par exemple, Armand De Decker, qu'on a vu dans les images, a fait un pas de côté. Charles Piquet et Didier Gauzoin, qui ont été quand même aux manettes pendant très longtemps, pendant ces 30 dernières années, vont aussi quitter la scène politique. Donc là, on sait qu'il va nécessairement y avoir beaucoup de choses qui vont changer dans les mois, dans les années qui viennent. Alors, Sarah Lou, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui se passait il y a 30 ans. Il y a 30 ans, je n'étais pas encore née. Et ben voilà. J'étais pas encore née. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, cet anniversaire? Alors, moi, il y a une chose qu'il faut reconnaître quand même à Bruxelles, c'est cette identité forte qu'elle a aujourd'hui. Autant en Belgique, on a un peu entre la Wallonie, la Flandre et ces limites linguistiques, finalement. À Bruxelles, on ne ressent pas forcément ça, cette division. Je trouve que Bruxelles a son identité propre. Personnellement, je me sens plus bruxelloise que belge, même si quand c'est la Coupe du Monde, on soutient la Belgique. Mais oui, je trouve que Bruxelles a vraiment une identité forte. Il y avait cette semaine, c'est sorti la deuxième ville la plus cosmopolite au monde, je pense. Donc le fait que ça soit super diversifié, et comme le dit Grégoire Chapelle aussi, on parle de super diversité, parce que c'est limite une évidence aujourd'hui, ça fait vraiment partie de l'identité de Bruxelles. Et moi, je me reconnais très fort dans cette... Et c'est ça qui vous frappe sur cet anniversaire. Nicolas De Decker. Mais moi, je ne suis bruxellois que depuis 20 ans, comme vous le savez sans doute, Jean-Jacques. Vous avez raté 10 ans. Donc malgré tout, j'ai raté les 10 premières années de cette région. Je le regrettais un peu, mais pas tellement, parce que sur ce binôme identité-diversité, il faut bien se dire que, aussi avec ce passage de génération dont parlait Fabrice au niveau politique, aujourd'hui, les politiques bruxellois sont des Bruxellois, ce qu'ils étaient moins auparavant, où ils étaient moins entendus en tant que Bruxellois. Et d'une manière générale, il y a Sarah le disait ici il y a 30 secondes, une identité qui est beaucoup plus forte aujourd'hui
qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans, et tout particulièrement d'ailleurs dans une de ces minorités qui font la diversité de Bruxelles, à savoir la minorité flamande. C'est pas n'importe quelle minorité, parce que c'est une minorité qui a beaucoup de pouvoir, qui dispose de beaucoup de leviers. Eh bien, on sait qu'au point de vue politique, les Flamands bruxellois sont aujourd'hui presque autant bruxellois, voire prioritairement pour certains, plutôt que flamands, et c'était pas du tout le cas il y a 10 ou 15 ans. Fabrice Grosfilet. Moi, je suis quand même assez frappé par rapport à tout ce qui vient d'être dit, sans doute d'un décalage entre les institutions qu'on a créées et qu'on nous a laissées, qui étaient fondées sur l'idée que Bruxelles, c'était la coexistence de deux communautés, les francophones, les néerlandophones. Et on a organisé notre système politique bruxellois là-dessus. Et ça ne correspond plus du tout à la réalité de Bruxelles aujourd'hui. On vient de l'expliquer. Bruxelles aujourd'hui, c'est 2 habitants sur 3 qui ont des origines étrangères, et c'est 1 habitant sur 3 qui n'a pas la nationalité belge, qui donc ne votera pas, par exemple, le 26 mai. Et donc ça, je pense qu'on doit aussi peut-être, si on a du courage, mais je ne pense pas que ce sera possible, essayer de mettre nos institutions en phase avec le Bruxelles d'aujourd'hui, parce que nos institutions, elles datent effectivement du Bruxelles d'il y a 30, voire 40 ou 50 ans. Je crois que c'est un sujet qui vous plaît, hein, Nicolas de Decker. À ce fait régional, il est vrai que la région de Bruxelles capitale est aujourd'hui une entité politique qui s'affirme. On entend beaucoup, et c'est dans le programme électoral de quelques-uns des partis francophones, la volonté de refédéraliser certaines compétences. Et moi, je voudrais prendre une compétence en particulier pour montrer que, contrairement à ce qu'on dit généralement, la régionalisation, ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais, en tout cas d'un point de vue bruxellois, c'est la mobilité. Fabrice en a un peu parlé, mais sur la question du survol, mobilité et environnement, sur la question du survol, imaginez que cette compétence de mobilité et d'environnement n'ait pas été fédéralisée, c'est-à-dire imaginez que ce ne soit pas des Bruxellois qui aient été aux manettes, nous aurions eu un ministre fédéral flamand de la mobilité, imaginez Ben Waits, qui plutôt qu'être ministre flamand serait ministre fédéral, soyons certains qu'il aurait arbitré dans le dossier du survol en grande faveur des intérêts bruxellois. Pour l'instant, les avions, ils survolent toujours Bruxelles. Hein, donc, il y a un pouvoir de nuisance, c'est le principe du fédéralisme, qui permet de se défendre davantage qu'on ne pourrait le faire dans un système unitaire comme c'était le cas. On va voir quel est l'avis de nos 2 invités politiques à présent. Alors nous recevons 2 invités, tout d'abord Véronique Lefranc, 3e sur la liste CDH au régional et échevine de l'enseignement et de l'égalité des chances à Kuckelberg, bonjour. Et Marie Nagy, 6e sur la liste défi au régional et conseillère communale à la ville de Bruxelles, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez entendu ce qu'on a dit sur les 30 ans, et je voudrais savoir un peu, vous, quelle est votre expérience des 30 ans, Véronique Lefranc, parce que finalement, avant d'être échevine, vous n'étiez pas une élue ni fédérale ni régionale, donc on vous connaît beaucoup moins. Qu'est-ce que ça vous fait de penser à ces 30 ans de Bruxelles ? Donc moi, j'ai pas vécu 30 ans à Bruxelles, donc je pouvais comparer puisque je vivais en France et donc lors de mes voyages et les visites familiales où je venais voir des amis, Bruxelles a toujours été une ville pour moi attractive et donc ça me permettait chaque fois de venir en termes d'ambiance, d'échange, de dynamique. On le sent lorsqu'on arrive à Bruxelles. Maintenant, depuis que j'y vis et que j'ai peut-être une lecture qui est autre que d'un passage d'un week-end, j'ai envie de dire que c'est une ville qui, au début, peu de personnes y croyaient. Peu de personnes croyaient finalement dans la création et la mise en place de la région bruxelloise. Et puis au fur et à mesure, elle a su prouver à tout le monde que finalement c'est une ville qui a su être attractive, parce qu'aujourd'hui on a un boom démographique en sachant que quand même pendant plus de 2 décennies, il y avait une diminution de la population. Elle incarne pour moi aussi la multiculturalité. On parlait de cosmopolite effectivement, mais je pense que en termes de rayonnement en Belgique, Bruxelles incarne cette diversité décomplexée, ces communautés, cette dynamique de quartier, la manière avec laquelle une ville se définit comme un lieu de diversité, mais aussi c'est une ville avec énormément de défis qui sont des défis, on il y en a une à côté de vous. de précarité, de logement, bien sûr, quand vous êtes une ville où vous avez eu un boom démographique, il faut savoir y répondre en termes de logement, d'enseignement, d'école, de structure. Mais elle incarne pour moi, avec tout ce qui a pu se passer, toutes les dynamiques, quelque chose de très positif, et c'est au-delà de la capitale de l'Europe. Alors, Marie Nagy, vous, de votre côté, vous êtes
actif depuis un peu plus longtemps sur Bruxelles. Alors vous, comment vous avez vu cette évolution ? Alors d'abord, je fais partie de ceux qui ont toujours été passionnés de Bruxelles. Je suis arrivée à Bruxelles en 1980 et depuis lors, je trouve que j'ai vraiment la chance et que nous avons la chance de disposer de théâtres, de cinéma, d'hôpitaux, d'écoles, d'universités sur un territoire relativement restreint et qu'on peut être fier. On peut être fier de la région bruxelloise. Il y a 30 ans, c'était quand même quelque chose de difficile et de pas acquis. Et c'est une institution qui fonctionne bien. Les contrats de quartier ont rénové, ont modifié l'espace public et l'habitat dans beaucoup de quartiers. Les améliorations de fonctionnement de l'ASTIP, par exemple, le fait de pouvoir avoir une gestion qui démocratiquement dépend des Bruxellois. C'est quand même assez... C'est un fait qui n'était pas acquis. C'est un fait qui a été institué, qui a été voulu par les comités d'habitants, par les partis politiques, par les Bruxellois qui disaient mais finalement notre ville est en train de dépérir et on a envie de vivre en ville, de pouvoir faire de la ville non pas seulement un lieu de passage, un lieu de travail, mais aussi un lieu de vie. Et ça, je crois que c'est quand même une réussite, même s'il y a des choses à améliorer, même s'il y a des choses à changer, la précarité, le problème du logement, le problème de la qualité de l'air, ce sont des choses qui restent, mais les Bruxellois peuvent se dire on a des institutions qui nous représentent et ces institutions fonctionnent. Alors c'est drôle, vous êtes optimistes toutes les deux. J'ai l'impression que la région bruxelloise, ça marche comme sur des roulettes. Et souvent, quand même sur ce plateau, on entend des discours plutôt catastrophistes sur Bruxelles, où ça va pas bien à Bruxelles. Il y a beaucoup de chômage, il y a de la pauvreté, il y a de la précarité, il y a des problèmes entre communautés parfois. Où est passé... Est-ce qu'il y a une vision réaliste et une vision irréaliste, Véronique Lefranc ? Non, je ne pense pas. D'abord, le sujet, c'était les 30 ans. Oui. Donc, finalement, on voit une progression. On voit une progression dans différentes compétences. Et je pense que la progression et le travail qui a été fait par les institutions et finalement l'âge de maturité, si je peux utiliser de la région bruxelloise, le bilan est quand même positif. Maintenant, bien évidemment, toute métropole a des défis à relever. Et ces défis sont communs à d'autres capitales européennes. Vous l'avez dit, sur la question de l'emploi, sur la question de la qualification des jeunes, sur la question effectivement de la diversité. Ça n'a pas toujours été Disneyland, bien au contraire, on a eu des problématiques aussi dans des quartiers et ce qui s'ensuit. Mais ça, le débat a toujours fait preuve aussi d'une certaine maturité sur ces questions-là, avec le souci de trouver des solutions. Il y a la question aussi du logement qui est implacable, parce que liée de toute façon à la question de la précarité, la place, les places scolaires, Donc il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, mais fort heureusement, il y a encore du boulot. C'est une ville, elle se veut reliante. Une ville, un projet de vie se veut toujours dans l'amélioration et de pouvoir apporter des solutions qui répondent aux Bruxellois, qui répondent en termes d'urgence aussi. Et je pense qu'effectivement, il y a encore des choses à faire, mais la dynamique est positive. Pour ne pas être trop idyllique quand même, je rappelle juste un chiffre. C'est 4 enfants sur 10 à Bruxelles qui naissent dans une famille sous le seuil de pauvreté. Donc ça devrait nous inciter quand même un peu de modestie et probablement que ces familles-là ne regardent pas les experts, etc. Mais il y a une vraie dualité dans cette ville. Et moi j'ai aussi le sentiment que Bruxelles, c'est parfois une cocotte minute entre des gens, je vais être très schématique et c'est pas tout à fait vrai, mais pour me faire comprendre, qui sont au sud du canal et pour lesquels ça va, tout va bien, et des gens qui sont au nord du canal et avec lesquels on n'a pas beaucoup de contact. Donc voilà, quand même un petit peu attention, ça va pas si bien que ça à Bruxelles, on vient de le voir cette semaine encore à Schaerbeek, les situations peuvent déraper très facilement. Nicolas De Decker. Le constat de Fabrice est évidemment absolument correct. Il y a un petit mal bruxellois qui est spécifique, parce que ce que dit Fabrice, au fond, est le problème contemporain de toutes les grandes villes d'Europe occidentale, dont on connaît les problèmes et les avantages, mais on a une espèce de mal bruxellois qui n'est pas d'avoir ces institutions qui nous semblent parfois absurdes et qui sont objectivement compliquées, mais d'en faire la cause de tous les problèmes de Bruxelles. Et ça, c'est un mal
très bruxellois, très belge, mais aussi très francophone. Et donc c'est pour ça qu'on en parle souvent, Jean-Jacques, sur ce plateau. Et je suis toujours, donnez-moi crédit, celui qui dit, attendez, certes, il y a 6 zones de police, mais la situation de la criminalité n'est pas moins grave à Anvers où il n'y en a qu'une. Certes, il y a la COCOF et la COCOM, mais les questions de pauvreté, les allocations familiales ne posent pas de plus graves problèmes ou de moins graves problèmes en Wallonie où il n'y a que la région wallonne. Et donc, il faut parler d'institutionnel, parce que c'est important en effet, mais ce n'est pas la cause de tout. Et ça, c'est une espèce de mal bruxellois que je dénonce. Marie Nagy, sur ce côté bisounours dont on parlait tout à l'heure. Moi, je pense que, et je fais partie de ceux qui ont connu l'avant-région bruxelloise, et donc je pense qu'on a les outils. Ces outils, c'est les institutions bruxelloises. Alors, elles sont complexes parce que la réalité de ce pays est complexe. Mais elles fonctionnent et elles ont montré qu'elles pouvaient fonctionner. Alors, si on parle des enjeux, évidemment, la question de la fracture sociale, de la ségrégation tellement forte de l'espace. Parce qu'on parle toujours de la multiculturalité, tout le monde s'en félicite. En réalité, la Fondation Roi Baudouin a montré, par exemple, que les gens ne se rencontraient pas. Et donc, il y a un problème de construire ce projet commun et de pouvoir dire comment est-ce qu'on lutte contre, effectivement, cette situation que Fabrice Grosfilet indiquait, la précarité. Alors, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se faire, mais il y a un enjeu faramineux qui est celui du changement climatique, qui va obliger la région à trouver des ressources importantes, et elle ne peut le faire que si elle répond notamment à la question de la rénovation dans les quartiers les plus pauvres et où se trouve une population extrêmement précarisée. Mais cette situation-là est liée aussi au fait que malgré tout, la population, disons, aisée ou moyenne, les familles avec enfants qui s'installent, et donc quelque part les migrants même qui font un projet, une progression sociale, s'en vont. Et donc on est toujours avec ceux qui arrivent et ceux qui sont les plus pauvres, les plus en difficulté. Par rapport à ça, il ne faut pas nier qu'il y a un problème de sous-financement, de difficulté de prise en charge de je promets, ces questions. On en parlera aux 60 ans de la région bruxelloise. En attendant, je voudrais parler des 150 ans du tram à Bruxelles. C'est important aussi, l'occasion d'organiser un défilé mercredi et une expo roulante, Place Royale, jusqu'à la fin de ce week-end. Reportage Valérie Leclerc et Paul Ocon. On remonte le temps, aujourd'hui Place Royale pour un anniversaire très spécial, les 150 ans du tram. C'est le 1er mai 1869 que le premier tramway sur rail s'était lancé à Bruxelles. Et il a depuis toujours une place particulière dans le cœur des Bruxellois. Vous êtes attaché au tram à Bruxelles ? Beaucoup. Oui, ça nous plaît beaucoup. On prend le tram très souvent, alors c'est très agréable de voir tous ces vieux trams. Ici, nous sommes en 1903. Ce Wattman accueille avec plaisir tous les curieux. Le tram, les vieux trams, c'est sa passion. On est des passionnés. Aujourd'hui, vous avez environ 130 bénévoles, complètement bénévoles, qui fonctionnent. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire des festivités pareilles. Attention au départ, les véhicules vont bientôt démarrer pour une grande parade, un voyage dans le temps. Il y a 40 véhicules qui vont prendre la route, on va vraiment faire une ligne du temps. Le plus ancien qui prendra la route est un véhicule qui date de 1888. C'est un tramway tiré par des chevaux, on appelle ça un véhicule hippomobile. Et ensuite, on va remonter le temps jusqu'au tram d'aujourd'hui, à noter 3000 et noter 4000. Les voitures défilent, les Bruxellois sont enthousiastes. Je crois qu'il y a un attachement au tram et un attachement à Bruxelles aussi. Donc c'est la joie. Je trouve ça une belle avancée au progrès de la STIB et tout ça. C'est super, c'est génial. 2 coups de sonnette. Et nous voici maintenant à bord d'un véhicule datant de la Deuxième Guerre mondiale. Un peu plus stressant. Voilà, première fois que je conduis un tram du musée, mais c'est un honneur d'être ici en tant que passionné. Voilà pour la parade, mais des trams historiques vont continuer à sillonner Bruxelles jusqu'à ce week-end. Marie Nagy, cette petite clochette qu'on entend, hein, ça c'est pas connu. Hein. Non, bien sûr pas le tram, mais là, par contre le bruit du tram, ça c'est quelque chose de très particulier. Hein. Alors le tram, c'était un véhicule mythique, un peu mythique, très lié à l'histoire de Bruxelles. Donc on a tous ces images des pavés de Bruxelles et du tram. C'est un véhicule assez étonnant parce que c'est un véhicule
électrique, donc qui n'est pas polluant. C'est un véhicule de grande capacité de transport. Il peut donc desservir une ville qui est de plus en plus dense comme Bruxelles. C'est un véhicule qui a beaucoup de problèmes parce qu'il se retrouve très souvent englouti dans les embouteillages, bloqué. Donc il faudrait quand même avoir le courage de plus souvent lui donner son site propre et le laisser circuler de manière plus rapide, de redessiner l'espace public pour ça. Donc je trouve que le tram représente bien Bruxelles et dit bien cette ville multiple et avec ce côté attaché à des choses comme justement son image qui évolue, mais qui reste toujours la même. Et on voit, Véronique Lefranc, que le tram, c'est devenu très high, parce qu'on le voit dans plein de villes, notamment en France, vous parliez de la France tout à l'heure, où le tram est revenu. Et chez nous, il est resté, il est là depuis 150 ans. Ça vous frappe aussi, ça ? Non, mais je pense qu'effectivement, ça fait partie de l'histoire de Bruxelles. On voit bien l'attachement, à travers votre reportage, on voit bien l'attachement des Bruxellois au tram. En termes aussi de moyens de transport, c'est un moyen de transport qui peut avoir une capacité allant presque jusqu'à 200 personnes à transporter, donc ça peut être intéressant, alors que le métro, parallèlement, sur ce qu'on appelle un BOA ou une rame de métro, on est à presque entre 700 et 800 passagers chaque 2 minutes. Là, on est donc dans un rythme complètement différent, mais qui pourtant qui est desservi. Je parle pour la région bruxelloise, il y a des endroits où le métro n'arrive pas. On prend par exemple Schaerbeek, on prend Forêt, Uccle. Le tram joue un rôle important en termes de transport en commun. Sarah Lou, vous, le tram, c'est quelque chose que vous chérissez ? C'est quelque chose, c'est un moyen de transport que je prends, que j'évite en heure de pointe, parce que le tram bondé où il fait chaud ou qui est bloqué dans la circulation, je préfère d'autres alternatives. Mais pour moi, on parlait tantôt du fait que ce tram représentait bien Bruxelles. Moi, je dirais même la STIB, je trouve qu'elle est très représentative de Bruxelles. Et la STIB, c'est quelque chose c'est une institution qui vit bien avec son époque, que ce soit en termes de réseaux sociaux, d'évolution. Ils sont toujours à la pointe de la technologie. Ils font toujours peau neuve. Je pense notamment dernièrement au défilé d'Olivier Strelli qui a redessiné les uniformes de la STIB. Donc c'est très représentatif. Et aussi le fait d'encourager les femmes à conduire des bus également. Enfin, tout le monde a un peu sa place à la STIB, mais pas forcément les filles en foulard. Je voulais parler de ça aussi. Oui, allez-y. Le fait que la STIB est super ouverte, ils sont super... Enfin, il y a de tout qui travaille à la STIB, mais les filles en foulard, dans le règlement d'ordre intérieur, c'est interdit en fait de le porter. Donc les filles comme moi ne pourront jamais travailler à la STIB. Oui. Fabrice Grosfilet, sur le tram, sur les 150 ans du tram. Moi, j'étais impressionné par les images, et puis j'étais passé aussi, c'était le 1er mai, donc il faisait beau, il y avait beaucoup de monde, mais il y avait quand même énormément de monde pour venir voir ces vieux trams, qu'on peut quand même voir toute l'année au musée du tram, je dis ça comme ça. Oui, c'est ailleurs, c'est à Woluwe-Saint-Lambert. Mais donc ça veut dire quand même qu'il y a un vrai... Oui, c'est à l'étranger, voilà. Il y a un vrai engouement, et il y a un vrai intérêt du public, et dans la construction de l'image de Bruxelles et d'un imaginaire bruxellois, c'est intéressant. Et si on peut faire une toute petite projection sur ce qui va se passer dans 2-3 mois, j'ai bien entendu le plaidoyer de Marine Agy, mais ce débat entre le tram d'un côté ou le métro de l'autre, je suis désolé Sarah, je ne suis pas sûr que le tram soit le moyen de transport le plus moderne, et je ne suis pas sûr, pour avoir vu d'autres métros automatisés, le RER à Paris, etc., que la STIB soit si à la pointe de la modernité que ça. Nicolas de Decker. Moi, ce que je trouve remarquable, et notamment dans le fait qu'on ait vu cette foule se presser 1er mai à la Place Royale, c'est que dans les transports en commun, le bus fait parfois débat, le métro fait souvent débat, le tram ne fait jamais débat. Tout le monde aime le tram, Jean-Jacques. Oui, c'est vrai. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est lié à une forme de nostalgie? Sans doute. Sauf quand il est trop bruyant et qu'il passe devant chez vous. Bon, ça dépend les cas. Ah oui, c'est vrai, il y a un côté bug, il y a eu des petits problèmes là-bas, mais généralement, le tram est celui qui a une bonne image. Et donc, je vois des parties qui jouent beaucoup de cette bonne image. Ce que je remarque en revanche, et pour embrayer sur l'importance de la STIB dans notre paysage urbain aujourd'hui à Bruxelles, c'est que les trams de l'époque étaient plus petits évidemment, mais qu'ils étaient gérés par plus de monde, parce qu'on avait le Wattman, on avait aussi le poinçonneur qui était chargé d'oblitérer les tickets. Aujourd'hui, les poinçonneurs, ils ont été remplacés par des grilles. Et moi, je trouve ça un peu triste. D'abord parce que c'est toujours plus triste de voir moins d'humains d'en voir plus. Et quand le tram sera gratuit, le métro sera gratuit, il n'y aura plus besoin d'employés. Mais voilà. Tant qu'on les fait encore payer, je trouve que ça donnait aussi une impression de proximité
par rapport à l'autorité. On va peut-être en parler tout à l'heure, la façon dont les autorités, généralement, y compris nous, journalistes d'ailleurs, sont discréditées. Si on voit moins d'humains détenteurs de cette autorité, on a tendance à la trouver plus lointaine, plus agressive et un peu plus hostile. Et moi, quand je vois plusieurs contrôleurs, je me sens moins opprimé que quand je vois des grilles qui s'ouvrent et qui se ferment. Ça, c'est parce que vous payez votre transport. Moi, c'est mon employeur, Jean-Jacques, ça reste entre nous. Mais... Alors, on va passer maintenant à notre rubrique tête d'affiche. Et alors, à toutes les deux, je vais vous proposer une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celui ou celle qui vous inspire, en bien ou en mal. On commence par vous, Véronique Lefranc, avec 4 visages, celui d'Abou Bakr al-Baghdadi, leader de l'État islamique qui réapparaît le temps d'une vidéo, la star XLO-hollywoodienne Audrey Hepburn qui a son expo, Jean-Pierre Mariel, géant du cinéma français à la voix profonde, ou Julian Assange, condamné à 50 semaines de prison en Angleterre. Alors qui choisissez-vous pour commenter el-Baghdadi, Audrey Hepburn, Jean-Pierre Mariel ou Julian Assange? Difficile, mais je pense que Julian Assange. Oui, et que voulez-vous dire sur Julian Assange? Juste que ça a été le procès d'une personne, parce qu'à un moment donné, il a incarné finalement ce que les autres ne voulaient pas dire. Et puis finalement, on a, je pense, sur ce dossier, très peu d'informations. Juste finalement une mobilisation de la presse par rapport à ce dossier-là. Il y a des expressions de sa part qui n'ont pas été entendues. Et je pense qu'il incarne vraiment une personnalité qui, je pense, jusqu'au bout s'est battu par rapport à ses droits, s'est battu par rapport à sa position et ce en quoi il croit. Alors je vous propose 4 autres personnalités, Marina J. L'empereur japonais Akihito qui a laissé la place à son fils en début de semaine, Pedro Sanchez, le leader socialiste gagnant des élections espagnoles, Anémone, géante du cinéma français à la gouaille militante, ou Caster Semenya, l'athlète sud-africaine qui devra diminuer son taux de testostérone. Alors qui choisissez-vous? L'empereur, l'homme politique, l'actrice ou l'athlète? Disons que je vais rester dans ma spécialité, prendre Pedro Sanchez, parce que malgré tout en Espagne c'est important. Votre spécialité hispanophone ou politique? C'est la politique. Et puis parce que l'Espagne reste quand même quelque chose qui m'intéresse. Oui. Je crois que c'est quand même une évolution qui doit nous rassurer entre guillemets en partie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on croyait à une augmentation très forte des voix de l'extrême droite, de Vox, et finalement, Vox entre dans les Cortes, mais n'est pas aussi, l'ampleur de ce mouvement n'est pas aussi grande. Alors, Pedro Sanchez a su incarner, je crois quand même, l'idée de cette Espagne qui doit se moderniser contre l'avis du PP, qui est quand même un parti assez conservateur. Et toute la question catalane a quand même marqué très très fort l'évolution de l'Espagne avec ce lien avec l'Europe. Comment créer une espèce de structure politique où on peut régler ce genre de questions. Mais ça donne de l'espoir à l'Europe, de mon point de vue, parce que ça redonne à la social-démocratie un espace pour répondre à des problèmes qui se posent dans une société qui a souffert beaucoup, qui est la société espagnole, en termes économiques, en termes d'immigration obligée de ces jeunes, etc. Donc je trouve qu'il faut suivre ça avec intérêt et quand même avec un côté... C'est possible de contrer les discours populistes et les discours d'extrême droite. Eh bien, je ne pensais pas que ça allait déclencher une telle analyse géopolitique. Très bien, merci beaucoup. 5 infos à présent pour toutes les deux, les mêmes infos. Laquelle vous a ravi, laquelle vous a énervé, pourquoi? Tout d'abord, cette hausse de l'homophobie, plus 38% selon UNIA l'année dernière. Je voulais vous parler du Sporting Club d'Anderlecht champion, mais les femmes du Sporting Club d'Anderlecht, pas les hommes. Le cannabis qui peut rapporter 144 millions. Selon une estimation, les 5 cultes qui ont décidé de garder le cours de religion, de militer pour que ce cours ne disparaisse pas de l'école officielle, ou la récolte des noisettes par des réfugiés syriens en Turquie, critiquée cette semaine, notamment par le New York Times. Alors, est-ce que parmi ces infos, il y en a une qui vous ravit ou est-ce qu'il y en a une qui vous énerve? Marina J d'abord.
Alors moi, celle qui me ravit, c'est celle du football club d'Anderlecht et des femmes qui jouent au football, parce que je trouve que vraiment ça met en évidence qu'il y a autre chose que le foot très argent, enfin grand joueur, etc. Ça montre aussi qu'il est hyper important d'investir dans le sport pour les femmes. Quand on a fait l'année passée l'exercice de budget genré à la ville de Bruxelles, donc des budgets examinés sur à qui est-ce qu'il y a une différence entre hommes et femmes par rapport aux politiques menées, on s'est rendu compte que 30% seulement des subsides pour les clubs sportifs allaient aux femmes. Et donc il y a là quelque chose à développer. Moi j'ai vraiment deux dadas pour les jeunes femmes, les filles, c'est le football et l'apprentissage du codage en matière informatique. Alors, pour faire avancer les filles. Véronique Lefranc, apparemment vous vouliez aussi parler du football, c'est ça? Oui, mais bon, je vais choisir celui de l'augmentation des actes homophobes. Donc ça, malheureusement, effectivement, on est face à malgré toutes les actions qui ont été faites sur la question de la lutte contre l'homophobie, on s'aperçoit encore que dans la pratique, les actes posés sont encore présents dans notre société et c'est quelque chose qui me fâche. Qui me fâche parce que je me dis que comment dans une société qui promeut justement la diversité, le respect des différences, on s'en retrouve aujourd'hui à ce que des gens doivent se justifier ou être harcelés sur leur lieu de travail ou au niveau ou dans la rue. Et donc je pense qu'il est fondamental d'être intransigeant et je pense que les chiffres d'UNEA mettent encore le point sur un mal dans notre société. Et c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui notamment. Tout à fait. Alors, on va parler des élections, c'est dans 3 semaines. Hein. Quelques initiatives de campagne à relever. Je voulais vous montrer notamment un extrait d'un spot pour la campagne pour les européennes, parce qu'on ne parle jamais beaucoup des élections européennes. Eh bien, ils ont fait un spot, pas mal fait, je dois dire, et déjà vu des millions de fois sur les réseaux sociaux. But together we can make a real difference. That's why we vote. Today, I'm being born. Choose the Europe you want me to grow up in. Alors voilà, belle image. Sarah Lou, vous qui connaissez bien le digital, vous êtes une experte. Ce genre de petites vidéos, vous croyez que ça peut avoir un effet oui, je pense pour encourager le vote pour les européennes? Je ne sais pas si ça peut encourager, mais en tout cas, ça peut faire parler déjà des élections. Et, mais bon, ils ne sont pas toujours aussi bien utilisés, les réseaux sociaux. Hein. Enfin, on le voit durant ces campagnes, parfois c'est un peu catastrophe. Il n'y a pas vraiment de stratégie mise en place. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont plus que des divertissements. Je pense qu'il n'y a pas de doute dessus. Et aujourd'hui, il faut vraiment s'en servir pour communiquer. Et parfois, c'est pas le cas. J'ai encore vu cette semaine des partis faire campagne avec des directs d'une qualité vraiment médiocre, dans des ambiances folklore ou à coups de selfies. Donc quoi, il vaut mieux rien faire que de mal faire, c'est ça que vous dites? En fait, j'ai l'impression qu'on nous prend un peu parfois pour des débiles un peu et que c'est pas en posant sur un selfie et en prônant ses propres valeurs que je vais voter pour toi, quoi. Parce qu'on sait très bien que c'est pas ça qui va primer au fond. Et il est où le programme du parti? Il est où il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de vulgarisation de tout ça pour le peuple auquel je fais partie du peuple. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique, qu'on parle avec moi, qu'on interagisse. Et les réseaux sociaux, c'est ça aussi. Et c'est pas utilisé à bon escient, je trouve. Donc pas des slogans, mais plutôt du concret, de la discussion. Alors il y a une candidate, Samantha Varginer, des filles, qui s'est fait connaître, qui va faire une expo. Elle est un peu particulière parce que c'est une femme transgenre et elle met cela très très fort en avant. Est-ce que, Fabrice Grosfilet, ce genre de choses-là, c'est un atout pour être élu, ça? Ça, je ne suis pas sûr que ce sera un atout pour être élu, mais en tout cas, c'est le droit de chacun à pouvoir s'exprimer et à profiter librement de son corps et en faire la publicité quand on le souhaite. Donc, voilà, pourquoi pas. Sur l'image précédente, sur le clip que vous avez montré de l'Union européenne, je trouve que c'est quand même le degré zéro de la communication politique, parce que l'image du bébé qu'on doit mobiliser pour penser au futur, j'ai l'impression qu'on fait ça
au moins depuis les années 50. Oui, tout le monde pourrait le faire d'ailleurs, avec exactement le même message. Mais disons que là, c'est pas pour voter pour un parti, c'est pour voter pour l'Europe. On pourrait le faire aussi pour ne pas voter pour l'Europe. Sans d'ailleurs changer une ligne et une note de cette bande-son de vidéo, quelque chose à laquelle on ne pense pas ou à laquelle on pense toujours en des termes dépréciatifs et qui pourtant fait partie de notre patrimoine politique belge et qui, je pense, mérite d'être chéri, c'est le vote obligatoire, Jean-Jacques. Et donc tout le monde ira voter chez nous le 26 mai pour les élections européennes. On a l'habitude, sur les réseaux sociaux d'ailleurs, plus particulièrement encore que partout ailleurs, de lire et d'entendre les gens qui disent ça ne va pas, on nous oblige à voter, nanana, c'est terrible, c'est affreux, etc. Même si les gens s'en plaignent, qu'ils aillent voter, au moins ça nous évite de poser cette question et de subir ce genre de vidéos. Alors Fabrice Goffil, mardi, on diffusera sur BX1 un grand débat. Pour la première fois, on va rassembler 12 têtes de liste régionales, ça va faire du monde. Vous allez passer 2 heures à les passer sur le grill. Il y aura des francophones, il y aura des néerlandophones. C'est une vraie première. C'est ça l'originalité, c'est d'avoir réuni des francophones et des néerlandophones, parce qu'on parle beaucoup de la région bruxelloise. Et la particularité de nos campagnes électorales, et c'est la conséquence de nos institutions avec des sièges pour les francophones, des sièges pour les flamands, et puis il y a des postes réservés pour les ministres francophones, des postes réservés pour les ministres néerlandophones au sein de l'exécutif bruxellois, c'est qu'en réalité, sans donner raison à Bart de Wever, mais on est quand même dans 2 paysages politiques distincts, médiatiques distincts, et c'est comme si les 2 campagnes étaient complètement indépendantes, alors qu'après les élections, il va quand même bien falloir que tous ces gens-là se retrouvent autour d'un programme commun et qu'ils arrivent à faire un accord de gouvernement qui va satisfaire tout le monde. Et donc voilà, là l'idée, c'est au moins une fois dans cette campagne de pouvoir croiser les propositions et les positions des uns et des autres. Alors 12 têtes de liste ensemble, on sait bien que c'est un petit peu compliqué et que journalistiquement, c'est pas l'exercice le plus simple, mais je pense que démocratiquement, ça a du sens de pouvoir les mettre les uns en face des autres, de pouvoir les entendre et de pouvoir aussi, pour les francophones ou les néerlandophones qui sont dans la salle, pouvoir poser des questions à des gens auxquels ils n'ont pas habituellement forcément accès. Et si vous voulez assister, c'est simple, vous regardez ici en bas de l'écran, il y a l'adresse mail pour réserver votre place, parce qu'en fait on enregistre ça lundi soir. Donc lundi soir, et on diffuse ça mardi. Et tout le monde parlera français, pour ceux qui ne comprennent pas le néerlandais, c'est plus simple. Les néerlandophones ont accepté de parler français dans ce débat, ce qui est très sympathique de leur part. On va parler de transparence maintenant. C'est aussi un peu un sujet de la semaine. Le Parlement bruxellois a adopté dans la douleur l'ordonnance transparence en matière de documents accessibles au public. Grande tension mardi, en fin de journée au Parlement. Regardez, c'est Michel Guéhière dans notre journal de 18h. 3 députés s'en prennent de manière très directe à leur chef de groupe socialiste. Il s'agit des députés Mohamed Azouzi et Zabour Manzour qui, eux, ont carrément décidé de quitter le Parti socialiste. Ils siègent désormais comme indépendants pour la fin de cette législature. Alors, ils ne sont pas candidats à leur réélection, mais ils terminent, on va dire, de manière isolée. Puis Emine Oscar, lui, c'est une des locomotives électorales du Parti socialiste. Il est d'ailleurs candidat sur la liste du Parti socialiste à l'élection régionale et il s'est fendu d'une tirade à l'encontre de sa chef de groupe et de son groupe dans l'ensemble en disant « Je suis un élu comme les autres, je suis avant tout un élu belge, on répand sur moi des propos qui sont faux et inacceptables ». Il fait référence notamment à une perquisition qui a été menée par la police pour constater ce que lui prétend être un cambriolage dans son bureau. C'était hier. Alors comment réagit-on du côté du Parti socialiste ? Eh bien on se dit très agacé. On soutient l'ordonnance transparence telle qu'elle a été déposée par le gouvernement. Écoutez Marc-Jean Gaïssels pour le Parti socialiste. C'est un texte d'abord qui est équilibré, qui a été travaillé en profondeur. Le gouvernement a interrogé des praticiens du droit, des praticiens de terrain, des fonctionnaires. On a un avis du Conseil d'État. C'est une bonne ordonnance qui donne plus de possibilités d'accès aux documents administratifs à l'ensemble des Bruxellois et des Bruxellois. Et donc, on soutient évidemment ce texte. Bon, finalement, Véronique Lefranc, le texte a été voté, quelles que soient les tensions. Est-ce qu'on a bien fait de voter ce texte ? Est-ce que c'est un bon texte ? Ou bien est-ce qu'il manque des éléments comme certains critiquent cela ? Je pense que d'abord, on est dans un processus depuis à peu près 2 ans, suite aux affaires du SAMU social, d'une réflexion du monde politique sur la transparence, sur l'éthique. Et donc, il y a eu pas mal de dispositions qui ont été prises, des dispositions nécessaires et attendues aussi par les citoyens. Alors, celle-ci étant la dernière, qui venait effectivement par rapport de s'identifier lorsqu'on a un accès aux documents administratifs.
Quand on parle de transparence, on l'a fait pour les responsables politiques. Il en va de même que l'on en fasse aussi pour les citoyens. Ici, nous sommes dans une dynamique générale et commencer à se dire... Parce que derrière ça signifie quoi? Ça signifie que demain, via une intelligence artificielle ou via des intérêts d'un autre pays, on puisse accéder de manière assez facile à des documents. Je pense que c'est une question, de sécurité. C'est une question aussi de transparence qui peut être fait au niveau du citoyen. On a besoin de savoir quel est le citoyen qui va demander ou qui va avoir accès à tel ou tel document administratif. Et puis, on sait très bien quelles sont quelque part certaines structures, Transparencia ou Cumuleo, qui étaient derrière finalement ce débat qui en soi... Ce sont des lobbies pour vous? C'est des groupes de pression? Non, je pense que c'est une manière de voir la société. C'est une manière de voir la société, d'arriver à finalement vouloir influencer le politique. Je pense que le politique ne doit pas être dicté aussi par des intérêts qui sont divers. Et aujourd'hui se pose la question réellement, mais je veux dire, ce débat, avant d'arriver au niveau du Parlement, c'est un débat que l'on a aussi dans d'autres niveaux, où on s'aperçoit de quelle manière on peut influencer le monde politique, mais tout ça sous couvert d'un anonymat, ou alors, je veux dire, on fait un peu l'éloge de l'anonymat quand ça concerne les citoyens, mais quand ça concerne la pratique politique, alors on veut une totale transparence. Je pense qu'on doit être dans une dynamique cohérente. Et tout le monde doit être sur un pied d'égalité, c'est ça. Marina Gy, est-ce que vous êtes d'accord avec Véronique Lefranc là-dessus, sur cette vision de la transparence? Je pense que l'accès à l'information est un droit. C'est d'ailleurs une directive européenne qui a initié le processus il y a déjà, je dirais, une vingtaine d'années. Et la Belgique a toujours été un petit peu réticente sur les questions de transparence et d'information. Donc c'est un droit. L'information et l'accès à l'information doit être facilité. Il doit être vrai pour les citoyens du côté de l'accès à l'information dans l'administration. C'est vraiment quelque chose qui me paraît, moi, un élément démocratique fondamental. Et l'autre question, c'est ce qui concerne la manière dont l'argent public est dépensé, la manière dont des mandats sont exercés et sont rémunérés. Cette information également doit être accessible facilement. Donc je trouve qu'on avance bien dans le cadre de cette ordonnance. Probablement que le processus aurait pu être un petit peu facilité s'il n'avait pas eu lieu juste avant les élections. Emmanuel Debock, qui était chef de groupe défi, s'est beaucoup impliqué pour qu'on arrive à finaliser ce texte. Donc voilà, peut-être qu'il y a des éléments à améliorer, comme dans tout, mais en attendant, on va dans la bonne direction. C'est un bon premier pas. Oui. À propos de transparence, Véronique Lefranc, on avait une question pour vous, parce qu'apparemment, il y a un home à Kuckelberg qui doit changer de nom. On pensait l'appeler du nom d'un ancien bourgmestre, Jacques Pivin, et là, tout d'un coup, vous décidez de changer le nom de ce futur home. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas nous qui décidons. Donc, ce n'est pas le collège. Le collège, d'abord, c'est au niveau du CPS, au niveau du comité du Home, où la décision, en fait, la réflexion s'est faite la semaine dernière. Nous en avons été informés. Il n'y a aucune décision qui a été prise au niveau du collège. C'est juste une information du souhait de garder le nom de Jourdan, le Home Jourdan. Pourquoi ? Parce que justement, il y avait un legs de Jourdan qui exigeait justement que son nom puisse être repris. Et c'est une sorte de tradition qui est là. Je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Et donc, en soi, c'est une demande qui a été faite par un comité du CPS. Alors, je voudrais vous montrer, quand même, parce que là, on a parlé de transparence, on n'a pas spécialement parlé de ce qui s'est passé au sein du groupe PS. Je voudrais quand même vous montrer ce que Emine Oscara disait sur notre antenne mercredi. Il était assez dur et il élargissait la problématique en critiquant la politique vers les communautés de son propre parti. Écoutez-le. On est venu me chercher parce que j'étais d'origine turque. On m'a dit, tu communiques qu'avec la presse turque. Tu vas que dans les ASBL turcs. On vous a dit ça ? Qui vous a dit ça ? Monsieur, le moment venu, tout ça, je reviendrai ici après les élections. Moi, je suis scandalisé. Les institutions politiques doivent arrêter d'aller chercher des candidats ou candidates en fonction de leur origine, parce que Bruxelles est la capitale de l'Europe. Vous avez 184 nationalités. Ça vous a permis d'être député, finalement. Oui, mais ça m'a permis. Mais moi, j'ai eu toujours des places de combat. Moi, je suis un combattant. J'étais 35e, j'étais 29e, j'étais 14e, je me retrouve 17e. Il n'y a pas de problème. On parle beaucoup de la discrimination au travail, dans la discrimination de tous les jours. Il y a aussi une discrimination dans l'arène politique de toutes les formations politiques. Alors, Marina Gy, est-ce que les partis politiques vont chercher des candidats juste parce qu'ils viennent d'une communauté
et pour rien d'autre. Alors, je voudrais être nuancée sur cette question, parce que Bruxelles est une ville, effectivement, où il y a beaucoup de communautés. Et donc, c'est normal, quelque part, qu'on essaye de se rapprocher des communautés pour les intéresser et les amener à participer à la vie politique. Je veux dire que ça, c'est un processus démocratique. Alors, il y a eu, je pense que ça reste dans beaucoup de partis, dans certains partis, plus chez les uns que chez les autres, une volonté vraiment d'aller chercher des votes, je dirais pas en créant une... Moi, je vois le rôle de l'élu d'origine étrangère comme un passeur, quelqu'un qui peut à la fois écouter et entendre ce qui se passe dans une communauté qu'il connaît particulièrement par la langue, par ses origines, par le contact, et la société belge ou la société bruxelloise, les institutions bruxelloises. Et donc, on essaye de faire grandir les personnes vers une insertion, vers une inclusion dans la société bruxelloise. Ou alors, on peut jouer un autre jeu, et ce jeu, on le voit, dans lequel, au fond, on va aller chercher le vote communautaire et essayer juste de recréer des barrières et des fermetures. Et je pense que c'est une évolution qui devrait nous amener à réfléchir et avoir des débats. Et ce débat est difficile, il n'est pas serein, il n'est pas facile. D'accord, mais là, Emile Noscara, il brise un tabou, parce qu'il dit on est venu me chercher, on m'a dit de m'adresser qu'aux milieux turcs. Alors cette expression aussi forte, moi je ne l'ai jamais entendue, mais c'est probable. Mais Véronique voilà, Lefranc, est-ce que vous avez déjà entendu ça chez vous, au CDH ou ailleurs? Je rejoins un peu ce que Madame était en train de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est quoi un Parlement? Un Parlement, c'est aussi, ça doit être à l'image d'une population. Et Bruxelles étant ce qu'elle est, c'est une population donc avec des personnes d'origine étrangère, effectivement, et donc c'est normal. Il ne faut pas non plus enfermer les gens dans leur communauté. Ça, je pense que c'est essentiel. Il faut être prudent dans le vocabulaire que l'on utilise. Alors effectivement, Monsieur Oscara n'y va pas de main morte en disant, ben voilà, moi on est venu me chercher parce que je dois aller, mais alors, il faut peut-être lui demander pourquoi depuis plusieurs années, alors il va auprès de sa propre communauté. Est-ce que finalement il a été dans d'autres endroits de la... Je veux dire, on ne peut pas venir se dire à un moment donné, oui effectivement quand vous avez un candidat italien et que il a plus facile par rapport à certains réseaux italiens d'expliquer le projet politique qu'il veut porter et de quelle manière, en soi ça ne pose pas de problème, ça devrait poser de problème à des personnes parce qu'ils sont africains ou c'est parce qu'ils sont turcs ou quoi que ce soit. C'est, je pense, l'honnêteté d'un jeu politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut des représentants d'une population, on ne veut pas avoir ce qu'on appelle des leaders on n'est pas dans un système anglophone où on cherche des leaders de communauté. Non, on cherche des gens qui, dans leur investissement, en soi, d'abord, ce sont des Belges qui vont s'investir sur l'enjeu politique, ils vont parler pas que de communauté, je pense que dans le bilan... Qui s'adresse à tout le monde aussi. Qui s'adresse d'abord à tout le monde, et je pense que, regardez un peu le bilan des parlementaires d'origine étrangère, ces bilans, il y a la fiscalité, il y a le logement, il y a énormément de thématiques, et il faut, je pense, être prudent pour ne pas enfermer ces gens dans leur communauté, même si de manière... Peut-être, électoralement, c'est plus facile et légitime. Ça, je pense qu'il ne faut pas mettre de barrière là où il ne doit pas y en avoir. Alors, maintenant, il faut être prudent et ne pas jouer non plus aussi la politique des ramassoirs. Une petite réaction de chacun de nos experts là-dessus, Fabrice Coffidet. D'abord sur la transparence et l'anonymat. Moi, j'ai toujours beaucoup de problèmes avec l'anonymat, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit pour demander un document. Il y a toujours quelque chose qui me jette là-dedans, qui peut relever facilement du populisme. Donc, je ne comprends pas cet amendement qui consiste à dire qu'on pourrait aller chercher les documents de manière anonyme. Mon conseil au monde politique... Attention, c'est demander un document en donnant son nom, mais en ne donnant pas la copie de sa carte d'identité. Ouais. C'est ça que ça veut dire. S'il y avait un conseil à donner au monde politique, c'est de mettre le maximum de documents en open source. Et ça simplifie les problèmes de transparence. Et donc, mettez les PV des délibérations, mettez vos conseils communaux sur le web, etc. Ça simplifiera beaucoup de problèmes. Sur Emile Noscara et sur tout ce qui vient d'être dit, il y a deux temps dans la vie politique. Il y a le temps où on fait campagne et on essaye de flatter un électorat. Alors pour certains, c'est un électorat qui a une couleur sociale particulière. Pour d'autres, c'est un électorat qui pratique une langue particulière, etc. Une fois qu'on est élu, on doit théoriquement être capable de transcender cette position-là et de représenter, quand on est élu au Parlement bruxellois, l'ensemble des Bruxellois.
j'ai envie de dire que le Parti socialiste est un petit peu puni par là où il a péché, et Emine Oscara est également puni par là où il a péché. Ce monsieur est élu depuis 2014. Je pense que tout le monde... 2004. Tout le monde, oui, 2004. Pardon. Tout le monde sait qu'il s'adressait uniquement à l'électorat turc. On découvre la Lune, on fait semblant de la découvrir, et on s'échauffe un peu parce qu'on est en campagne électorale. Non, mais il l'a dit lui-même, hein, il le reconnaît lui-même. Et vous, Sarah Lou? Moi, je trouve que cette actualité, elle renforce juste l'idée un peu qu'on se fait, je parle en tant que bruxelloise de la dernière génération, que finalement, on a une certaine méfiance en fait des politiques et de ce monde politique. Déjà parce que voilà, quand on regarde des débats télévisés sur les plateaux télé, on a toujours l'impression qu'ils font un peu du show, qu'ils ont toujours préparé leur. Vous trouvez qu'elles font du show, nos deux invités aujourd'hui? Non, ça va. Ah, ça va. Ça fait déjà pas mal. Non, mais d'un point de vue. Par notre expertise. En tout cas, ça renforce ces idées-là, ça renforce cette idée que le politique il vient avec son discours tout fait, tout réchauffé, et qu'il répond pas vraiment à la question, il détourne un peu les choses. La manière aussi de faire campagne aussi, parfois qui est un peu agressive, quand on voit des affiches des communes qui sont prises d'assaut par un parti politique et il y a une pollution visuelle pas possible d'affiches. Ça renforce un peu toute cette méfiance envers le politique. Et vous, moi, je vais prendre un pli peut-être un peu provocateur. Moi, je trouve que non. Quand on est candidat en campagne et même quand on est parlementaire, on ne représente pas tout le monde. C'est une fiction juridique respectable qui permet au système de fonctionner, mais je considère sain et absolument nécessaire d'ailleurs que dans le Parlement s'expriment les différents intérêts qui composent une société, en l'occurrence ici la société bruxelloise. En revanche, ce qui me semble éminemment problématique dans cette histoire qui concerne Emine Oscara et le PS bruxellois, c'est que j'ai pas de problème à ce qu'il y ait des gens qui représentent les intérêts de la communauté turque. En revanche, j'ai intellectuellement un problème entre le fait que ce monsieur a l'air de dire que représenter la communauté turque est incompatible avec les engagements de ceux que doivent être un candidat, en l'occurrence socialiste. Ici, ce qui se passe, c'est que ce monsieur n'a parlé que de ça. Il n'a dit que, et c'est d'ailleurs la première fois en 15 ans qu'on entend parler d'autre chose que du fait qu'il représente la communauté turque. Ici, il parle de la transparence. Ce qu'il a été pendant 15 ans, par ailleurs, c'est c'est la belle morale de l'histoire. Moi, ce que j'aurais aimé savoir auprès de monsieur Oscara, c'est qu'est-ce qu'il pense des 170 engagements du chantier des idées du PS, tels qu'ils l'ont adopté en novembre 2017, et dont, dans le Parti socialiste, on a débattu pendant des mois et des mois. Est-ce qu'il a participé à ça? Est-ce qu'il a dit la réduction collective du temps de travail? Il n'était pas au 1er mai parce qu'il était sur notre plateau. On n'a pas l'impression que sur le vrai message socialiste, il ait beaucoup participé à son élaboration. Je voudrais quand même qu'on dise un petit mot de ce qui s'est passé à l'école 1 à Schaerbeek, et je voudrais avoir vos réactions à toutes les deux sur cet emballement, finalement. Maintenant, ça s'est apaisé depuis vendredi. Comment expliquer cet emballement? Est-ce que le politique a joué son rôle là? D'abord vous, Véronique Lefranc. Mais je pense d'abord que ça part d'un fait qui est dramatique en soi, même si pour la suite, maintenant, aujourd'hui, il y a quand même une communication de la part des parents et tout ce qui s'ensuit, il y a des démentis qui ont été faits. Je pense que c'est ce qui s'est passé. J'ai vu quelques vidéos et quelques images. C'est vraiment pour moi l'expression, à un moment donné, d'une société qui n'a plus foi ou plus confiance dans ses institutions. Et ça, je pense qu'on doit être à l'écoute. Penser que l'on peut continuer sans tenir compte que des gens avec une certaine violence vis-à-vis de l'école, vis-à-vis des personnes qui étaient présentes. Il faut entendre les témoignages. On peut comprendre, bien évidemment, la frustration. On peut comprendre beaucoup de choses. Mais il y a un moment donné où les gens ne peuvent pas se faire justice soi-même. Ils peuvent entendre aussi des positions. Donc c'est la faute au genre. Non, ce n'est pas la faute au genre. Ce que je dis, au contraire, en premier lieu, ce que je vous ai dit, c'est une perte totale de confiance par rapport aux institutions. De se dire, mais il y a un communiqué qui nous donne des informations sur l'évolution du dossier, mais on ne veut même pas l'entendre et on y va. C'est-à-dire qu'il y a un désespoir tel qu'on ne fait plus confiance à ce qu'on nous annonce. Et ça, pour moi, je suis, en tant que femme politique, très interpellée. Parce que je me dis, il y a quand même des manquements de notre part pour qu'on en arrive aujourd'hui à... Moi, j'ai entendu théorie de complot, j'ai entendu plein de choses. Je veux dire, à travers la toile, on se dit, oui, effectivement, peut-être qu'on ne maîtrise pas le dossier et tout le monde s'installe dans un doute. Alors qu'en soi, je pense qu'il y a des communications qui ont été faites maintenant de la part des parents et de la part aussi des équipes pédagogiques. Il nous reste très peu de temps. Marine Nagy, vous de votre côté, est-ce que Bernard Clairfailly a bien travaillé en tant que bourgmestre? Moi, je suis
Vraiment, ça me met en rage quand j'ai vu les images. 1, je pense que Bernard Clairfailly a bien travaillé. 2, je pense que l'école dans laquelle allait cette petite fille est une école qui essaye vraiment de travailler avec une population de primo-arrivants, vraiment de faire un beau travail. 3, je pense beaucoup à la petite fille, donc je me dis que c'était elle qu'il fallait protéger, sauvegarder. 3, on oublie qu'il y a des règles, on oublie quand même qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi sur n'importe quoi. Et sur Facebook, notamment, moi j'ai vu des mandataires locaux du PS, du CDH, dire des énormités et pas jouer le rôle, comme je disais tout à l'heure, de passeur, d'explicateur, de personne qui remet les choses un petit peu dans leur lieu. Est-ce que ça, c'est pas une guéguerre au moment des élections, ça? Mais c'est un peu ce qu'on disait du côté CDH. Je veux dire qu'à un moment donné, on peut dire aux parents, mais vous pouvez aller regarder ça, on peut dire aux parents et aux personnes qui sont sur place, écoutez, il y a la vie du procureur. Le procureur n'est pas quelqu'un d'acheté, de vendu, qui va mentir. Il y avait une violence que je trouve inacceptable. Alors on peut trouver que c'est normal de caillasser la police, que c'est normal de caillasser une école. Moi, je ne trouve pas ça normal. Je trouve qu'il y a là quelque chose qui dit ça ne va pas. Ça ne va pas. 30 secondes, pas moi, plus. Moi, je pense juste qu'effectivement, il y a des sortes de guerres, que de la part du bourgmestre de venir dire qu'il y a des incitations à la haine et qu'on est face à des phénomènes de radicalisation. Mais ça, je pense que j'ai moi-même vu la vidéo et je pense que il y a effectivement certains, il y a un relais d'une frustration à un moment donné, il y a un relais qui se fait et la personne a d'ailleurs posté en disant moi j'ai une totale confiance aux autorités de notre pays, tout ce qui s'ensuit, mais c'est relayer aussi l'angoisse à un moment donné quand vous êtes sur le terrain. Ce n'est pas une incitation à la haine. Est-ce que c'est le rôle Attendez, excusez-moi, parce que l'émission va se terminer, donc on va passer à nos coups de cœur. Désolé, on passe au coup de cœur. Ça s'échauffe, et voilà, c'est la fin de l'émission. Fabrice Grosfilet, très rapidement, vous vouliez nous parler d'un explorateur. Oui, explorateur.wilfriedmag.be, donc c'est le magazine Wilfried qui a lancé, c'est un espèce de moteur de recherche sur les mots que contiennent les programmes électoraux. Donc ils ont pris une série de programmes électoraux depuis 2007 pour les principaux partis francophones, et on peut donc taper des mots, essayer de voir qui a employé quel mot, voir à quelle proposition ça renvoie. Par exemple, si je tape le mot vélo, à votre avis, quel est le parti qui l'utilise le plus souvent, Nicolas? Moi j'ai essayé pour football, donc je... Écolo. Eh ben c'est le CDH qui emploie le plus souvent le mot vélo. Et football. Et si je tape l'expression voiture de société? Écolo. Eh ben c'est écolo, justement. J'utilise le plus souvent l'expression voiture de société dans ces programmes. Et football. En fait, il faut chaque fois chercher, mais je vais la voir pour la prochaine fois. Et on utilise plus souvent le mot Bruxelles que le mot Wallonie dans les programmes des partis politiques, par exemple. Donc c'est explorateur.wilfriedmag.be. C'est un petit outil assez sympa pour naviguer dans les programmes des partis politiques. Sarah Lou, vous voulez nous parler d'une pièce de théâtre? Oui, une pièce de théâtre, Le cœur d'El Yarraz, qui retrace 500 ans d'histoire entre le Maghreb, l'Espagne, aussi l'Europe, l'Allemagne, etc. Et je la trouve tellement riche en histoire. Je trouve que c'est une pièce qui doit être vue par les étudiants, les élèves de secondaire, pour retracer aussi un peu leur histoire. Et puis il y a aussi tout cet aspect de chant lyrique qui donne un côté spirituel, un côté un peu magique à la pièce. Quel théâtre? Le Théâtre National. Voilà. Merci Sarah Lou. Et vous, Nicolas de Decker, vous vouliez nous parler d'une expo? C'est au Musée Juif de Belgique, c'est L'autre c'est moi. Ça rappelle à quel point au Maroc, les communautés, on en a beaucoup parlé ici, mais on en parle aussi là-bas, les communautés juives et musulmanes vivaient dans une imbrication pacifique assez extraordinaire, et à quel point ils se ressemblent. Et je pense que par les temps qui courent, c'est quelque chose qu'il faut faire passer assez largement au Musée Juif de Belgique. Extraordinaire pédagogie, L'autre c'est moi. Moi, je voulais vous parler rapidement d'un livre BD événement. C'est Aude Mermillot qui travaille dans un café à Saint-Gilles, c'est une histoire vraie, après un rapport avec un ami, un stérilet déficient. Elle décide d'avorter. Elle le raconte simplement, sincèrement, tous les sentiments, toutes les émotions par lesquelles elle passe. En parallèle de cette histoire autobiographique, elle raconte aussi les premiers pas d'un docteur, Martin Vinclair, dans le monde de l'interruption de grossesse il y a 40 ans. C'est un superbe ouvrage, ça s'appelle « Il fallait que je vous dise », c'est d'Aude Mermillot chez Casterman. Et alors on se quitte avec la chanson de Sarah Lou, avec les Mollem Sisters. Elle a fait un cover avec beaucoup de succès, cover d'une chanson d'Angèle. Et à la semaine prochaine. Balance ton corps, un jour peut-être ça changera. La vouloir me
so bad you feel